Quelles sont les mesures de protection et pourquoi sont-elles mises en œuvre? À la cour, on a donc des témoignages, essentiellement des témoignages qui sont faits par des personnes qui viennent à l'audience et qui s'expriment à l'audience. Ça va servir de preuve pour condamner une personne, mais également de preuve éventuellement pour acquitter cette même personne. Donc il est extrêmement important que cette preuve soit protégée et ne soit pas influencée, par exemple, ou également qu'elle existe toujours, cette preuve. C'est assez facile, parfois, dans certains pays, de pouvoir faire disparaître quelqu'un. Donc, il est important pour la Cour d'assurer que la procédure soit équitable, qu'elle soit rapide, et donc il faut protéger ces preuves, protéger donc les témoins. Alors, il y a deux types de mesures procédurales et de mesures non procédurales. La mesure non procédurale, c'est celle en fait qui n'implique pas directement des juges. Donc, c'est-à-dire c'est le procureur ou la défense ou même bien les représentants légaux des victimes peuvent avoir identifié des témoins potentiels. Ils ne sont pas encore sur la liste des témoins, ce sont des témoins potentiels. Et ils demandent effectivement au greffe de bien vouloir vérifier si effectivement ce qu'eux ont récolté comme information que la personne doit être protégée parce qu'elle serait à risque et qu'elle est peut-être menacée. Donc, il demande au greffe de vérifier la véracité de ces informations afin que nous prenions les mesures. Pourquoi nous, le greffe, et pas le procureur lui-même ou la défense lui-même? Parce que le greffe est neutre. Nous sommes neutres. Nous protégerons des témoins du procureur, nous protégerons les témoins de la défense de la même façon, ainsi que même des témoins éventuels qui pourraient être appelés par les représentants légaux des victimes. Alors, comme on est tout au début de la procédure, il n'y a pas encore une liste qui a été écrite. Le procureur est en train de chercher, d'identifier, comme la défense d'ailleurs, donc de chercher à identifier des témoins. Il rencontre des témoins et donc nous demande à nous de faire une évaluation du risque et donc de la menace pour ces témoins. Donc ce sont ce qu'on appelle donc des mesures non procédurales, puisqu'elles nous permettent à nous de travailler sur le terrain sans l'implication d'un juge, donc d'une décision judiciaire. Quel type de mesures peuvent être prises? Eh bien, tout d'abord, on peut éventuellement veiller à ce que la personne en question puisse venir se réfugier à un endroit précis que nous aurons identifié. On peut également demander à soit des policiers, soit des militaires, soit éventuellement même des sociétés de sécurité, si nous n'avons pas trop confiance, éventuellement soit aux policiers, soit aux militaires, parce qu'ils appartiennent à une des parties au conflit. Et donc dans ce cas-là, nous prenons alors une tierce partie pour protéger les personnes. Et ils assureront, eux, une protection, soit en faisant éventuellement des visites dans le village, sans s'arrêter bien entendu devant la personne ou devant la maison du témoin. Ça identifierait automatiquement le témoin. Donc il y a effectivement plusieurs mesures qui sont prises, qu'on appelle des mesures non procédurales, qui peuvent aller, la mesure ultime étant d'ailleurs une réinstallation en dehors du pays, non pas du témoin, mais de toute sa famille. Alors il est important, bien entendu, qu'il y ait un lien entre ces mesures non procédurales d'une part et les mesures procédurales de l'autre. Pourquoi? Si on décide de bouger un témoin, de le faire sortir de son pays, de le mettre dans un autre pays, il est logique que quand la personne vienne ici à l'audience, cette personne-là soit protégée et ne puisse pas dire « ah ben voilà, je m'appelle monsieur X, j'habite à un tel endroit » alors que tout ça a été fait pour le protéger. Donc il faut harmoniser les mesures non procédurales d'une part et les mesures procédurales. Quelles sont les mesures procédurales que vous voyez d'ailleurs ici à l'audience bien souvent? L'utilisation d'un pseudonyme pour le témoin, comme ça son nom n'est pas révélé. Il est cependant révélé aux acteurs de l'audience, procureur, défense, éventuellement même l'accusé, les représentants légaux des victimes. Toutes ces personnes qui sont en salle d'audience auront cette information, mais pas le public. Donc il y a le pseudonyme qui est utilisé. Éventuellement pour l'image qui va circuler, puisque vous voyez que tout est enregistré audiovisuellement ici à la cour, eh bien nous allons mettre une mosaïque sur le visage. Éventuellement, nous allons utiliser une déformation de la voix également, donc cette petite son de canard, comme on appelle ça, pour protéger également
D'abord le visage pour ne pas que la personne soit reconnue, et éventuellement la voix, parce que certaines personnes ont des voix très spécifiques, et donc on les reconnaît même à la voix. Et donc ce sont des mesures procédurales, c'est-à-dire que c'est les juges qui décident d'octroyer ces mesures. À la Cour, nous avons même des mesures spécifiques pour la vulnérabilité. Alors, c'est quoi un témoin vulnérable? Donc c'est également quelqu'un qui a fait l'objet d'une évaluation, mais cette fois-ci pas par des officiers de protection, mais par des officiers de soutien, donc des psychologues. Et ça peut être par exemple une personne qui est victime de violences sexuelles. Donc là, il y aura des mesures spécifiques qui vont être prises par la Chambre. Par exemple, on peut avoir comme mesure, pas de contact visuel entre l'accusé et le témoin. On mettra éventuellement un panneau, on mettra éventuellement une marquise pour protéger le contact visuel. Il n'empêche que l'accusé pourra quand même voir sur son écran, sans mosaïque, le visage de la personne, bien entendu. Il peut y avoir également le fait que les juges décideraient de ne pas siéger en robe, parce que ça impressionne de trop, notamment si ce sont des enfants. On pourrait avoir également le fait d'avoir moins de personnes en salle d'audience. Vous avez vu, il y a beaucoup de personnes en salle d'audience ici à la Cour pénale. Les juges pourraient décider d'avoir uniquement en salle d'audience la personne qui fait l'interrogatoire ou le contre-interrogatoire. Et donc, on limite le nombre de personnes. Éventuellement, les juges quittent ce siège qui est en hauteur et descendent à la hauteur du témoin pour avoir aussi un contact, je vais dire, plus familier, pour mettre plus à l'aise la personne. La présence du psychologue sera également autorisée pendant effectivement les témoignages. Bien entendu, souvent on utilisera également ce qu'on appelle le huis clos. Donc le huis clos, donc on ne voit pas les gens dans la galerie du public, n'ont pas accès, ne voient pas ce qui se passe en salle d'audience. Donc on ferme, je vais dire, les rideaux ou les tentures, on les ferme. Et il n'y a pas donc de contact visuel entre le public et ce qui se passe en salle d'audience. Donc ce sont des mesures procédurales qui sont généralement liées avec la mesure non procédurale, qui servent donc à protéger le témoin, à protéger sa famille et également à protéger la preuve qui sera apportée dans le cadre des débats, dans le cadre de la procédure. Et donc c'est très important pour nous d'assurer qu'il y ait tout un système de protection et que les témoignages, quand ils sont donnés, ils sont également donnés sans aucune pression. Ainsi, on est dans le complet respect et de la dignité des personnes qui s'expriment, parce que la vulnérabilité peut être également le fait qu'une personne, une femme enceinte par exemple, est considérée à la Cour par exemple comme une personne vulnérable, donc non pas par les crimes qui ont été commis sur cette personne, mais parce que le fait qu'elle est en position vulnérable, du fait qu'elle est enceinte, qu'elle est peut-être à plusieurs mois de grossesse, et que donc elle a peut-être besoin de plus de pauses, etc. Donc on en tiendra compte, et elle sera également considérée comme personne vulnérable. Donc ça fait partie des mesures procédurales qui sont en lien avec les mesures non procédurales, et donc il ne faut pas être surpris à la Cour qu'il y ait effectivement ces interruptions. Éventuellement, les parties veulent savoir le nom de la personne et ils veulent que la personne s'exprime. Or, elle a un pseudonyme. Dans ce cas-là, on ne va pas entrer en huis clos complet. On va demander d'avoir un huis clos partiel qui consiste tout simplement à couper le son entre la salle d'audience et la galerie du public. Parce que la galerie du public est protégée de la salle d'audience par une énorme vitre et le son ne passe pas. Donc il faut avoir des écouteurs. Donc on peut électroniquement couper le son et comme ça permet à la procédure d'avancer plus vite. On ne doit pas arrêter, fermer les tentures, entrer dans une autre procédure, ce qui nous obligerait également à refaire un nouveau transcript, à avoir une pause, autrement dit, de plus de 30 minutes entre les différentes phases, huis clos ou pas huis clos. C'est pour ça que nous avons créé le huis clos partiel. Voilà donc un peu pourquoi nous avons besoin à la Cour non seulement de mesures de protection, pourquoi nous les avons, ces mesures de protection, et comme le procureur a décidé, contrairement à certains tribunaux comme les tribunaux ad hoc, de limiter le nombre de témoins. Nous n'avons pas ici à la Cour pénale 200 témoins, comme c'était le cas par exemple au tribunal pour l'ex-Yougoslavie. On aura 40, 50 témoins maximum normalement. Donc effectivement, la probabilité ou le pourcentage d'avoir plus de huis clos, plus de personnes avec un pseudonyme est beaucoup plus grande, puisque nous avons moins de témoins et que le procureur a décidé, comme la défense d'ailleurs, aura décidé de limiter les témoins aux témoins les plus importants. Donc ceux qui peuvent éventuellement apporter la preuve à cette découverte de vérité. Voilà.
Au cours des déclarations liminaires de l'accusation et de la défense, l'audience s'est déroulée en grande partie à huis clos partiel. Quelle en est la raison? S'agit-il d'une autre mesure de protection? Pendant les déclarations liminaires, il peut effectivement y avoir, à la demande d'ailleurs des parties, du procureur, de la défense, éventuellement du représentant légal des victimes, des parties de cette déclaration pour laquelle la partie demande que ce soit un huis clos partiel. Donc que ce ne soit pas accessible au public. Pourquoi? Tout simplement parce que la déclaration liminaire, elle sert à exposer à la Chambre comment le procureur, la défense, comment ils vont suivre, comment ils vont expliquer comment leur défense. Donc, c'est-à-dire comment ils vont pouvoir démontrer que pendant un an, ils vont faire venir des témoins de certains villages. Ils vont peut-être même, pendant cette déclaration liminaire, revenir sur certains témoins en particulier, en les nommant. Or, ces témoins sont aujourd'hui peut-être protégés, peut-être même sont-ils dans un autre pays, et donc il est indispensable, puisque le procureur souhaite en tout cas prononcer ces noms-là spécifiques, déjà à ce stade de la procédure, que bien sûr ces noms soient protégés. Or, bien entendu, il ne peut pas y avoir une partie de cette information qui est donnée à tout le monde, parce qu'il y a également dans la galerie publique des personnes qui ont bien sûr un intérêt, soit pour la défense de l'accusé, ou soit éventuellement qui sont tout à fait contre l'accusé. Et donc, il faut protéger la sérénité des débats, il faut protéger toutes les preuves, et si les déclarations liminaires servent à exposer la stratégie que va suivre la défense, le procureur, pendant toute une année de procès, voire 2 années de procès, donc on est à la cour pénale, ce sont des procès qui sont suffisamment longs, et donc il est important pour eux qu'ils puissent donner les informations, voilà ce que je vais essayer de démontrer à un tel endroit par un tel témoin, mais ce témoin est protégé, donc la partie demande à ce qu'il y ait un huis clos partiel pour que le nom de cette personne éventuellement protégée ne soit pas accessible. Qu'est-ce qu'une audience à huis clos partiel? Alors, si on parle du huis clos, qui est assez connu généralement par beaucoup de personnes, le huis clos, donc au niveau national, on va demander aux gens en salle d'audience de quitter la salle et ne resteront dans la salle d'audience que les parties au procès. À la cour pénale, comme on a également une retransmission par des moyens techniques, ce qu'on fait, au lieu de quand on entre en huis clos ou en huis clos partiel, eh bien tout simplement nous coupons l'envoi des images. Alors évidemment, c'est très frustrant pour les personnes qui sont derrière un écran et puis subitement qui voient arriver huis clos partiel ou huis clos et donc ils n'ont plus accès à l'image. Alors effectivement, pourquoi faisons-nous cela? Comme je l'ai dit tout à l'heure et comme on peut le comprendre, certains des témoins que nous avons, pour prendre un exemple, sont protégés. Donc quand le témoin arrive à l'audience, déjà il bénéficie de certaines mesures de protection. On ne va pas l'appeler par son nom, on ne verra pas son visage, il y aura une mosaïque, et éventuellement même sa voix sera déformée. Mais pendant l'interrogatoire ou le contre-interrogatoire, éventuellement, la défense va dire « mais moi je veux savoir exactement où étiez-vous » Ils vont peut-être dire « ah, quelle était votre profession ?» Si on parle par exemple du curé d'une paroisse spécifique dans un village, tout le monde peut identifier automatiquement cette personne. Et donc, ça n'aura servi à rien de donner un pseudonyme, d'avoir une mosaïque ou de déformer le son de sa voix. Donc, dans ce cas-là, effectivement, on va demander à entrer en huis clos partiel pour que la personne, le témoin, puisse répondre à la défense « oui, je suis bien cette personne-là dont vous me dites qui habitait, oui, j'habite bien à tel endroit, je suis bien éventuellement le curé de cette paroisse. » Et voilà. Et donc ça pourrait d'ailleurs être un imam, bien entendu, peu importe. Là n'est pas l'objet des propos que je tiens, mais c'est plutôt toute information qui permettra d'identifier, qui mettra en danger cette personne éventuellement. Et donc, nous devons protéger cette personne, c'est notre devoir, à nous le greffe, de protéger cette personne. Nous protégerons d'ailleurs cette personne aussi bien pour la défense que pour le procureur. Et c'est pourquoi nous avons ces interruptions qui peuvent être assez fréquentes au cours d'un procès, puisque nous avons très peu de témoins, nous, à la Cour pénale, si on compare sur les autres juridictions, comme je l'ai déjà dit précédemment. Et donc, il est important qu'on puisse effectivement protéger cette preuve qui va éventuellement permettre à condamner une personne, mais qui va éventuellement permettre à acquitter cette même personne.
Voilà, donc nous avons mis en place ce système qui, je le consens parfaitement, est un petit problème parfois pour les personnes qui ne comprennent pas pourquoi on coupe continuellement les images. Non, ce n'est pas pour cacher quoi que ce soit, c'est uniquement pour protéger les preuves. Pourquoi la retransmission des audiences au public est-elle différée de 30 minutes? Alors la transmission de l'image, du son également, 30 minutes après en fait le début du procès, donc peut paraître effectivement à certains curieux. Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir accès à l'image en même temps, comme si je suis assis dans la galerie du public? Alors c'est assez simple, ça nous permet en fait à nous de pouvoir éventuellement protéger des informations qui sont données par inadvertance pendant un témoignage. Vous avez un témoin, comme j'en ai parlé, qui est protégé, il a un pseudonyme, et puis malencontreusement, alors qu'il est en train de s'exprimer, il dit « cette personne-là me regarde et me donne mon nom et me demande ce que j'en pense ». Ah, il vient de donner son nom, donc il est important pour nous qu'on puisse enlever son nom du transcript, également de toutes les cassettes ou les DVD sur lesquels nous allons transmettre ces informations. Et ça, c'est indispensable pour la protection même de cette personne-là. Bien entendu, ce n'est pas le procureur qui décide d'enlever une image, ce n'est pas la défense qui décide d'enlever des parties de ce transcript ou de ce matériel. C'est le greffe qui est une partie neutre. Et elle ne le fait que sur ordre de la chambre. Donc le procureur peut dire « moi je trouve que le témoin vient de prononcer des éléments d'information qui l'identifient », ce qui est très dangereux pour lui puisque c'est un témoin à risque, il est déjà protégé, il est déjà dans un système de protection de la cour, mais c'est quand même au juge de décider s'ils sont ou pas d'accord avec cette demande. Éventuellement, on entre même dans un débat à huis clos partiel d'ailleurs, donc on coupe la retransmission, parce qu'on souhaite entendre la défense sur cette demande d'expurgation, comme on dit en français, donc, où on enlève certaines phrases du transcript, où on enlève certains passages de l'image, pour justement permettre à la défense de dire « oui, je suis d'accord, ça identifie le témoin, nous sommes d'accord ». Et dans ce cas-là, le juge donne instruction au greffe d'enlever cette information. Nous avons donc besoin de faire cela assez rapidement. C'est pour ça que ces 30 minutes nous permettent à nous d'avoir ce petit débat, d'avoir une discussion éventuellement avec le juge et surtout de donner les instructions pour que ce passage soit retiré de l'image une fois qu'elle va être transmise. Donc ça nous permet à nous de protéger la procédure et surtout de protéger le témoin. Et bien sûr de veiller à ce que les risques à l'encontre de ce témoin soient diminués au maximum. Mais bien sûr dans le respect des règles. Le procureur, ce n'est pas lui qui décide d'enlever des choses comme la défense, ce n'est pas la défense qui décide d'enlever des passages de l'image que nous, le greffe, neutre à la procédure, nous transmettons. La publicité est l'un des principes fondamentaux des audiences. Quel est l'impact des mesures de protection sur le principe de la publicité des débats? La publicité des débats, parfois, au niveau national, elle est limitée à la salle d'audience. Il n'y a donc pas de publicité en dehors du prétoire, comme on dit en français, en dehors des salles d'audience. Bien entendu, quand on fait un procès à plus de 6000 km éventuellement de l'endroit où se passent des faits, il est indispensable pour nous que nous puissions retransmettre cette image. Donc la publicité, pour nous, elle est importante, elle est indispensable. La règle à la cour pénale, c'est la publicité des débats. Alors vous me direz, oui mais quand même, il y a beaucoup de moments où l'image est coupée. Donc pourquoi est-ce que la procédure serait-elle affectée pareillement alors que vous me dites, la règle, c'est la publicité des débats? Alors pourquoi? J'ai beaucoup parlé préalablement à la protection des témoins. Bien sûr, parfois quand on fait une mesure non procédurale, le procureur nous dit, voilà, j'ai un témoin potentiel, ce témoin potentiel, j'aimerais bien qu'il soit protégé. L'officier de protection du greffe neutre dit non, c'est une perception d'une menace et il n'y a pas vraiment de risque, donc nous n'acceptons pas de protéger votre témoin, il n'est pas à risque.
le procureur, comme la défense d'ailleurs, pourrait dire « mais je ne suis pas d'accord avec votre évaluation » et demande à avoir un débat en salle d'audience. Comme ça, les juges pourront se prononcer et les arguments pourront être échangés. Il est évident, quand je prends un exemple comme celui-là, que ce débat ne peut pas avoir lieu de manière publique. Sinon, tout le monde va savoir non seulement le nom du témoin, va savoir quel est éventuellement le risque encouru, qui serait à l'origine des menaces éventuelles, et donc bien entendu, tout ce débat ne peut pas être discuté publiquement. Et donc c'est pour ça que nous avons des procédures qui permettent la confidentialité des débats. Et c'est très important pour nous, effectivement, de pouvoir travailler de manière extrêmement protégée. Ainsi, ça permet aux parties de pouvoir discuter sans la moindre peur éventuellement qu'il y ait des fuites et des informations qui circulent. Parce qu'effectivement, comme je le dis très souvent, c'est quand même la règle ici à la Cour, c'est la publicité des débats. Ça reste une exception. Lors de l'audience du vendredi 5 février, dans l'affaire contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet, il y a eu un incident au cours duquel des informations confidentielles ont été révélées. Que s'est-il passé et quelle a été la réponse de la Cour ? La Cour est extrêmement préoccupée par cet incident grave et est occupée à prendre toutes les mesures pour en trouver les causes et pour y remédier. La protection des témoins, c'est notre priorité, c'est notre principale obligation ici à la Cour et nous regrettons profondément cet incident et le fait que le nom des personnes ont été rendus publics. Une enquête interne est en cours et nous prenons toutes les actions nécessaires en vue d'assurer une protection renforcée des témoins.